Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Terra Mystica, ce jeu légendaire qui vient de bénéficier donc sur DGA de l'adjonction, de l'ajout d'un certain nombre de fan-factions qui viennent considérablement renouveler l'intérêt d'un jeu qui en avait toujours beaucoup. On a plein de nouvelles factions, je crois au moins 16, plus Fire and Ice si j'ai bien suivi, et j'ai remarqué que c'était un petit peu confus pour un certain nombre de joueurs. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une série de 3 vidéos pour lister l'ensemble de ces factions et que ce soit un petit peu plus clair pour l'ensemble des abonnés ou non d'ailleurs de la chaîne qui s'intéressent à Terra Mystica et qui passerait par ici. Si ça vous intéresse, je vous propose de passer un moment en ma compagnie. On va passer en revue ces 6 premières factions. A tout de suite. Alors la première de ces factions va commencer par le Marais, la faction de l'eau. Vous savez que les deux factions de base, ce sont les sirènes et les merbanks ou fairbanks, quelque chose comme ça, enfin les hommes lézards. Et donc on a deux nouvelles factions qui sont les Atlantes et puis les Faux Follets. Donc on va commencer par les Atlantes. Donc vous voyez, c'est un document OpenOffice puisque j'ai rien trouvé en français. Donc c'est une traduction maison. Et croyez-moi, c'est un gros effort pour moi parce que l'anglais, c'est un gros effort. Voilà. Donc j'ai pris la peine de traduire. Vraiment, j'ai rien trouvé. Donc capacité de faction pour les Atlantes. Vous commencez la partie avec votre forteresse au lieu des 2 habitations habituelles. Placez-la après tous les autres joueurs, mais dans l'ordre des joueurs par rapport au magicien du chaos. S'ils sont en jeu, vous savez que le magicien du chaos pose son habitation en dernier puisqu'il n'en a qu'une. Vous commencez également avec un marqueur de ville et tous ses effets. Placez-le sous votre forteresse. En tant qu'action, vous pouvez dépenser 2 ouvriers pour construire un pont. Petite remarque sur cette capacité de démarrage. Donc forcément démarrer avec sa forteresse, c'est pas mal puisque ça vous rapporte, comme vous pouvez le voir sur le petit plateau, 6 points de pouvoir donc à chaque manche. Et puis surtout vous commencez avec un premier jeton ville. Donc ce qui vous permet de tout de suite bénéficier du bonus de votre choix. Ça peut être 2 ouvriers, un prêtre, de l'argent, des points de pouvoir, ou même un niveau supplémentaire de navigation. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des tuiles villes. Donc j'ai vu un ami qui a joué cette faction, ça m'a paru très costaud. Et ma foi, il a gagné la partie. Hein. Alors, le problème de cette faction, c'est avec les tuiles bonus de points de la boîte Fire and Ice. Vous savez que cette boîte rajoute une tuile de scoring en fin de partie. Et notamment, par exemple, les 2 bâtiments les plus éloignés reliés par votre niveau de navigation. Donc, avec ce type de faction, vous n'allez pas forcément créer de nombreuses villes, par exemple, puisque vous allez progressivement augmenter la puissance, la valeur de votre ville, et vous allez collecter différents bonus. Alors vous avez quand même un niveau de fluvial qui peut vous emmener un petit peu plus loin, mais il est probable que par exemple votre monastère et votre forteresse soient dans la même ville ou à peu d'hexagones de distance, ce qui pour l'une des tuiles de scoring de Fire and Ice ne sera pas très pratique. Voilà, sinon au niveau du démarrage... Alors au niveau pion de pouvoir, c'est quelque chose d'assez classique. Pardon, c'est pas du tout classique. 11 pions de pouvoir dans le bol 1 et un seul pion de pouvoir dans le bol 2. Donc c'est un démarrage assez lent au niveau pouvoir. Voilà, donc très intéressant à jouer aussi, très bien foutu. Et je les ai pas encore joués, mais j'aimerais bien les jouer très prochainement. La capacité de forteresse, je vais juste... revenir à nouveau brièvement dessus. Le premier palier, c'est puissance 7, on augmente le niveau de navigation de 1 gratuitement.
On n'obtient pas de marqueur de ville parce qu'on en a déjà un. Puissance 10, on avance de 2 cases. Alors je vais corriger mon document au fur et à mesure que l'on progresse, puisque ce sont parfois des termes anglais. J'ai fait une traduction Google et ensuite j'ai corrigé et j'ai dû faire quelques oublis. Le 3e palier, c'est puissance 16, gagner 20 points de victoire. Donc le plus gros intérêt, c'est les 20 points de victoire. Hein. C'est super costaud, bien sûr. On continue avec les feux follets. Alors les feux follets, je les ai déjà joués 2 fois. C'est une faction qui a été revue à la hausse avec sur leur dernière mise à jour, parce que lorsque vous construisez un comptoir de commerce, vous bénéficiez de 2 pelles pour terraformer autour de ce comptoir de commerce. Vous ne pouvez pas construire immédiatement. Donc on peut vous prendre la case, mais en fait, en pratique, c'est assez rare. Et auparavant, ils avaient le droit qu'à une pelle. C'était très faible. Maintenant, ils ont le droit à 2 pelles. Ils sont très très forts. Ils peuvent démarrer quasiment avec 20 points de plus que les autres factions si vous jouez avec la mise aux enchères, ce qui est probable. Alors au niveau de la forteresse, je reviens un moment dessus. Ça coûte pas très cher. Seulement 4 ouvriers et 4 ors. Ça vous rapporte 3 pouvoirs par manche, et vous pouvez poser une habitation gratuitement n'importe où sur le plateau de jeu sans qu'il soit besoin que ce soit à portée de votre navigation. Ça ressemble un petit peu à la capacité paysage des magiciens du chaos pour l'extension, pour ceux qui la connaissent. Hein, voilà, bon, pour le reste c'est assez classique, 3 ouvriers, 15 pièces, c'est très très classique. Donc ça c'est tout pour les factions de l'eau. Hein, et on va passer maintenant aux factions du désert. Donc je rappelle les djinns, faction du désert, non pas les djinns, les fakirs, je confonds, les fakirs sur le jeu de base, ainsi que les nomades. Les nomades étant réservés aux débutants, on a tous commencé par quelques parties nomades, et puis les fakirs étant plutôt réservés aux joueurs experts du jeu, puisque c'est une faction très difficile à manier lorsqu'on est débutant. Donc là, on nous propose les archivistes. Les archivistes, lorsqu'ils sont sélectionnés, c'est indiqué ici, on va rajouter une carte bonus supplémentaire pour la partie, puisque leur capacité tourne autour de ces cartes bonus. La capacité de faction, ils ne reçoivent aucune récompense à la fin du tour, c'est rappelé ici, et à chaque fois que les archivistes passent et choisissent une nouvelle carte bonus, ils reçoivent 2 points de pouvoir pour chaque pièce qui est sur cette carte bonus. Donc je les ai joués une fois, j'ai eu grand mal à les jouer, pourtant j'avais fait la forteresse dès le premier tour, et ça a été très très dur, donc je la trouve un petit peu faible. Alors c'est une faction qui a été revue à la baisse, ils étaient considérés trop forts, moi je suis pas arrivé à les jouer du tout, enfin pas très bien, et comme les archivistes étaient un peu trop forts, ils ont été réduits, le revenu de base a été réduit de 2 à 1, et ils ont également normalisé la puissance de départ, puisqu'au début ici on avait 2 ouvriers au lieu d'1, hein, donc ça c'est trop fort, ils l'ont supprimé, ils ont mis qu'un seul ouvrier. Donc je rappelle que mon petit document ici est normalement à jour des modifications qui sont faites jusqu'au 14 décembre 2022. La forteresse, ça c'est super sympa, vous avez 2 points de pouvoir à chaque manche et vous allez pouvoir prendre une carte bonus supplémentaire à chaque fois que vous passez. Donc ça c'est fantastique. Après les archivistes, donc ce sont les djinns. Les djinns, alors je ne les ai pas joués, leur capacité m'a fait peur. Les djinns commencent le jeu avec 3 lampes magiques et 2 cases dans un culte de leur choix. Ici, c'est indiqué 3, mais ça, c'est l'ancien plateau faction, c'est une erreur, c'est 2. Pour une action à leur tour, ils peuvent dépenser une lampe magique pour que 2 de leurs marqueurs sur le plateau culte inversent leur piste tout en restant au même niveau. Donc, si votre marqueur dans le culte de l'air était niveau 6 et votre marqueur sur le culte du feu est au niveau 1, vous les permutez pour que le marqueur du culte de l'air se déplace au niveau 6 du culte du feu et votre marqueur du culte de feu se déplace au niveau 1. Je corrige. Du culte de l'air. Vous ne pouvez pas passer au niveau 10 d'un culte si un autre joueur a déjà un marqueur au niveau 10. Dans ce cas, vous ne pouvez simplement pas faire la commutation.
Vous n'allez pas non plus au niveau 9, vous ne pouvez pas passer au niveau 10 de ce culte. Aucune puissance n'est gagnée ou perdue à partir de grâce à cette commutation. Donc, il va bien sûr falloir jouer avec les bonus de fin de manche de façon à en bénéficier. Si vous avez un bonus de fin de manche sur la piste de l'air à la fin de la manche, mais que vous êtes au niveau 1 de la piste de l'air, au niveau 10 de la piste de l'eau, vous allez essayer de permuter pour bénéficier de ces bonus. Vous pouvez le faire 3 fois dans la partie. Donc ça, c'est pas facile à manier, ça demande de prévoir pas mal de choses. Personnellement, je ne m'y suis pas attaqué pour l'instant. Ensuite, une fois que les djinns... ensuite, pour la forteresse, une fois que les djinns ont construit leur forteresse, ils gagnent 1 point de victoire pour chacun de leurs prêtres sur le plateau culte en passant. Donc ça, c'est super costaud aussi. Ce qui m'amène à la question, est-ce que ces nouvelles factions sont plus fortes que les factions de base? C'est difficile à dire pour l'instant, je ne vais pas avoir la prétention de répondre pour l'instant. À noter que sur BGA, pour l'instant, il n'y a pas d'équilibrage au niveau des points de départ. Si vous sélectionnez point de départ équilibré, il vous met 20 points pour toutes les nouvelles factions. Donc ça, c'est pas bon parce que elles sont pas à 20 points, elles peuvent être à 30 ou elles peuvent être à 10. Nous avons ensuite les chèvres hommes. Alors c'est les Dignon Geffre en anglais. C'est gallois et ça signifie chèvre homme. Vous commencez la partie avec la tuile faveur feu 2 et gagnez également les 2 cases dans ce culte pour cette tuile. La capacité de faction, en tant que conversion gratuite à votre tour, ils peuvent échanger un prêtre contre 2 ouvriers et 2 pièces. C'est pas si mal. Et puis, capacité de forteresse, vous gagnez 2 prêtres et vous pouvez fonder une ville qui inclut leur forteresse avec 3 bâtiments seulement, tout comme le sanctuaire. Vous voyez ici, il y a la même capacité que le sanctuaire. Donc, vous pouvez faire une ville avec seulement 3 cases, avec des espèces de boucs. Et ils ont également les capacités suivantes. Donc, vous remarquerez ici que les bâtiments ont une valeur en puissance de 2 chacun, et y compris les maisons au lieu de 1, et le monastère et la forteresse valent 2 au lieu de 3 pour les autres factions. En échange, donc ils ont 2 de revenus de base, mais par contre pour construire une maison c'est 2 ouvriers au lieu de 1 ouvrier, donc pour la plupart des autres factions de Terra Mystica. Hein. Au niveau des bols de pouvoir, bon, c'est relativement classique, c'est pas 5 et 7, c'est 4 et 8. Bon, c'est ma foi quelque chose de simple. Il démarque avec seulement 2 ouvriers, c'est pas beaucoup. Donc avec cette faction, vous allez vous précipiter sur les prêtres, normalement, puisqu'ils vous rapportent pas mal. Hein. Le problème, c'est que vous allez en avoir besoin pour vos ouvriers, peut-être, et que vous n'allez pas pouvoir les placer sur les pistes de culte. Petite particularité, le 2e temple vous rapporte 5 points de pouvoir au lieu d'un prêtre supplémentaire. La forteresse, 2 prêtres, et puis donc cette fameuse capacité comme le monastère. Donc je les ai joués une fois, je crois que je suis arrivé 2e avec cette faction, mine de rien. Ça m'a bien plu, c'est bien original, c'est bien équilibré, c'est vraiment très très bien trouvé, et puis avec les dessins d'origine, c'est très immersif, c'est super. Terra Mystica n'a pas d'équivalent dans les jeux. Ensuite, dernière faction de cette vidéo, nous avons les conspirateurs, un super dessin je trouve. Alors, capacité de faction, chaque fois que les conspirateurs obtiennent une tuile faveur, ils gagnent également 2 pièces, c'est indiqué ici. C'est pas faramineux, hein, puisque vous allez peut-être avoir 4 tuiles faveur dans la partie maxi, donc ça fait 8 pièces, ça casse pas les briques pour l'instant. Lorsque les conspirateurs construisent leur forteresse, ils obtiennent immédiatement une tuile faveur divine. De plus, pour une action spéciale, c'est indiqué ici, ils peuvent remettre une tuile faveur dans la réserve pour obtenir une tuile faveur différente. Voilà qui vous promet de gros casse-tête. Pour la tuile faveur qu'ils rendent, reculez le marqueur dans le culte correspondant, mais ne gagnez pas ou ne perdez pas de pouvoir.
Ils ne perdent pas non plus tout ce qu'ils ont gagné grâce à la tuile faveur restituée, comme par exemple une ville qu'ils auraient fondée avec 6 de puissance en bâtiment. Pour la nouvelle tuile faveur, gagner des cases de culte et du pouvoir le cas échéant, de façon tout à fait normale. Donc au niveau du reste, eh bien, c'est ma foi tout à fait classique. Je ne les ai pas joués. Ça me paraît assez difficile à jouer à vue de nez pour l'instant, mais un bon joueur va pouvoir tirer parti de cette capacité sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc là, vous allez construire un maximum de monastères pour avoir un maximum de tuiles faveur, bien sûr. Je vous laisse tester pour savoir si c'est plus fort que le reste ou pas. Vous démarrez avec 3 ouvriers et 15 pièces, c'est ma foi tout à fait classique. Et ben voilà, c'est tout. Donc j'ai pas encore traduit le reste, mais enfin ça va quand même relativement vite. N'hésitez pas en tant que joueur ou novice ou expert à mettre des petites remarques si vous avez envie en dessous la vidéo de façon à éclairer vos petits camarades qui passeraient par cette vidéo. Moi j'ai été ravi de faire cette petite vidéo sur l'un de mes jeux préférés. Voilà, à ciao, bonsoir et j'espère à bientôt.